هذا البرنامج برعاية سوناتراك. Bonsoir à toutes et à tous. Une politique sociale renforcée pour une relance et un renouveau économique, le développement humain, une politique étrangère dynamique et le renforcement de la sécurité et de la défense nationale. Voilà sur quoi a porté la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre cette semaine aux représentants du peuple. Cette déclaration de politique générale trouve ses fondements dans le programme politique du président de la République. En toile de fond, les axes de cette démarche portent sur la consécration de la démocratie avec le renouvellement des institutions et la protection des biens et des droits des citoyens. Les débats à l'APN se poursuivent encore ce soir. On verra quels sont les avis et les préoccupations relevées par les députés dans notre premier plateau. Et pour consacrer ce retour de confiance entre les institutions et les citoyens, la jeunesse algérienne a été appelée à s'impliquer davantage dans la vie publique et politique et de prendre part aux décisions. L'installation du Conseil supérieur de la jeunesse en juin dernier vient consacrer cette volonté. Le premier forum des jeunes d'Algérie s'est clos lundi à Tébessa. Quel rôle devra-t-il réellement jouer à l'avenir? On en parle également dans ce 90 minutes. Et on terminera par un secteur souvent marginalisé mais qui se doit de se réformer, le tourisme en Algérie. Le Salon international du tourisme et des voyages vient de prendre fin après une longue absence due à la pandémie. Comment relancer ce secteur chez nous? Quelles sont les entraves et les perspectives? Ce sera le dernier plateau de notre émission. Mais tout d'abord, nous allons nous consacrer à la déclaration de politique générale présentée par le Premier ministre devant les députés. Nous accueillons sur ce plateau pour en parler M. Mohamed Hani. Bonsoir. Bonsoir Madame et mes salutations à vos téléspectateurs de Canal Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député indépendant et je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous avons adressé l'invitation au FLN. Ils nous ont promis d'être là, mais malheureusement la chaise est vide ce soir, ce que nous regrettons. Alors nous allons parler donc de cet exercice auquel s'est adonné le gouvernement, donc d'être face au Parlement aujourd'hui. Vous, en tant qu'élu du peuple, vous devez aujourd'hui être un peu, jouer cette balance de contrôle de l'exécutif. La 9e législature, en tout cas, doit opérer ce changement que l'on attend par l'Assemblée populaire nationale. Comment? D'abord, on va redéfinir un petit peu les enjeux de cette démarche, de cette déclaration de politique générale qui s'est tenue dans les temps, ce qui change un petit peu de ce qui s'est passé précédemment, Monsieur Hani. Alors, il faut préciser déjà que c'est un retour de la présentation de la politique générale du gouvernement, sachant que depuis la dernière présentation qui remonte à 2019, donc là, c'est un retour, c'est un point important, et ce qui permet de confirmer la construction des nouvelles institutions et le rétablissement de ce lien entre l'élu et l'exécutif. Donc effectivement, les débats ont commencé depuis 2 jours avec des points très importants, des échanges très intéressants, et nous continuons, les débats continuent ce soir au sein de l'Assemblée avec des séances de nuit sur lesquelles les élus du peuple relèvent les manquements et les points positifs surtout, et essayent d'enrichir ce débat avec le Premier ministre ainsi que son staff. Alors, pour le gouvernement, les enjeux sont multiples. D'abord, faire preuve d'ouverture également devant les représentants de la nation, mais aussi répondre dans le même temps aux préoccupations des citoyens. Vous, en tant que député, vous devez être là aussi pour veiller à ce que tout soit sous contrôle. Est-ce que vous jouez ce rôle aujourd'hui en tant que 9e législature? Alors, bien sûr qu'on le joue, parce que tout simplement, il faudra expliquer ce que c'est la politique générale, la présentation de la politique générale. Comme vous le savez, l'année dernière, à la même période, le gouvernement a présenté un plan d'action, sur lequel aussi il y a eu des séances et des débats très très riche et très intéressant. Aujourd'hui, nous sommes à N+1 sur lequel le même gouvernement présente son bilan. Donc, effectivement, nous sommes là pour, en tant que législateur, et notre rôle, c'est de contrôler le travail de l'exécutif. On n'hésitera pas à le faire, on continue à le faire. Et ce qui est bien, on le dit, on l'annonce, et puis les manquements, on les signale. Donc, aujourd'hui, il y a une institution qui s'appelle l'Assemblée populaire nationale qui joue le double rôle, législateur et le rôle de contrôle. Nous sommes là pour le faire. La 9e législature sort un peu de l'ordinaire, et nos députés, en sachant que la plupart, c'est des jeunes, une bonne partie ont moins de 40 ans, très actifs. Donc, nous sommes là pour répondre aux attentes de la population. Il y a un enjeu également pour vous, en tant que député aujourd'hui, c'est un peu recouvrer cette légitimité?
Bien sûr, c'est un repositionnement, c'est de démontrer qu'aujourd'hui, cette Assemblée nationale sort, comme je l'ai dit auparavant, de l'ordinaire et surtout redonner cette confiance au peuple qui a eu le courage, et avec toutes les conséquences qu'on connaît, d'aller et de porter sa voix sur ses élus aujourd'hui. Alors on a vu, il y a eu plusieurs thèmes qui ont été retracés tout au long de cette déclaration de politique générale par le Premier ministre. Je pense que le volet social s'est un peu taillé la part du lion avec celui de l'économie. Beaucoup de préoccupations des députés ont porté justement sur le volet social, la prise en charge aujourd'hui des préoccupations des citoyens, augmenter leur pouvoir d'achat, améliorer leurs conditions de vie. Alors, les points qui reviennent souvent, enfin les questions du mois, c'est le revenu, donc le pouvoir d'achat, relever le pouvoir d'achat, créer des richesses, créer de l'emploi, ce qui permettra, avec la situation actuelle, de sortir un peu de cette crise que connaît le monde. Dieu merci, l'Algérie est dans une position de confort, avec toutes les conséquences de la rente pétrolière et gazière. Donc, comme on l'a signalé, plusieurs collègues l'ont signalé quelle que soit la tendance, qu'il faudra profiter de ce passage pour essayer d'avoir une économie saine, structurée et penser à l'avenir des générations. C'est un tournant très important, donc il faut être très vigilant pour adopter aujourd'hui un programme et accompagner l'exécutif pour réaliser ces objectifs tracés par M. le Président de la République. Alors justement, ça se passe dans un contexte particulier, mondial, international. Aujourd'hui, nous sommes impactés. Nous pouvons aussi profiter de la situation et avoir des visions sur le long terme et ne pas avoir justement réagir que sur le court terme. Tout à fait. Vous savez, les questions qui se posent actuellement au niveau mondial, c'est la sécurité alimentaire, sécurité énergétique. L'Algérie peut profiter de cette aubaine. Des fois, aujourd'hui, la trésorerie en parenthèse permet d'anticiper, de se projeter sur du long terme. Moi, je l'ai toujours dit, on continue à le dire, c'est qu'on est dans une position de confort qui nous permet de faire un programme à long terme, et non pas de travailler sur des coûts. Le meilleur exemple, c'est la loi sur l'investissement. On me posait souvent, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, surtout les investisseurs étrangers, pourquoi ça avait tardé. Alors je répondais tout simplement, je préfère que ça tarde un peu, mais avoir un projet sur du long terme. C'est ce qu'on veut donner comme assurance, travailler sereinement, sérieusement, et répondre aux attentes du peuple algérien. Alors, la modernisation de la justice est également abordée avec acuité dans la perspective de faire de l'état de droit une notion concrète et non un vain mot. Vous savez, il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup de lois ont été proposées à l'Assemblée, sur lesquelles aussi il y a eu des débats qui ont été adoptés. Il faudra rester vigilant et se mettre à jour et répondre aux attentes du peuple algérien et de tout ce qui est convention internationale. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais on continuera à répondre et à débattre très sereinement. On a tendance à penser que l'Assemblée nationale, c'est une boîte postale. Je le dis à partir de votre plateau, qu'il y a une équipe qui est très active. Il y a des élus du peuple qui sont là pour redonner le blason à cette Assemblée. Vous devez aussi instaurer une culture de politique participative aujourd'hui, être en contact avec les associations, avec la société civile, pour pouvoir relever réellement les préoccupations des citoyens. Alors, vous savez, l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'image qu'on voudrait communiquer, qu'on voudrait véhiculer, c'est tout simplement arrêter d'adopter des lois comme l'image qu'on avait de l'Assemblée, mais pourquoi pas proposer des projets de loi. Il y a une équipe qui travaille, il y a des jeunes, et quand on voit un peu le ratio des universitaires qui est très important, je pense que l'activité cette année de l'Assemblée nationale, même si la première année était on a été un peu pris de court parce qu'il y avait des urgences, mais cette année-là sera une année politique et surtout très active au sein de l'Assemblée. Alors une année politique, une année où la gouvernance est rénovée, où les institutions ont été renouvelées, cela passe aussi inexorablement par la moralisation de la vie publique. Tout à fait. Il y a encore une loi qui se prépare. Donc pour passer cette étape-là, il y a une activité les députés commencent déjà à travailler sur la loi organique, sur pas mal de lois qui se préparent actuellement. Je pense que nous serons présents pour apporter ce plus-là, tellement attendu par le peuple algérien. Et vous pouvez compter sur vos élus pour répondre à vos attentes. Alors, pour revenir à cette déclaration, le gouvernement a qualifié la politique sociale menée déficiente et équitable, ayant porté sur une consolidation du pouvoir d'achat du citoyen, une amélioration de la prise en charge des populations vulnérables et la préservation et la consolidation des systèmes de sécurité sociale et de retraite, ainsi qu'une amélioration de l'accès au logement décent. Des chiffres ont été avancés lors de cette déclaration. Quel est votre avis sur cette question ? Écoutez, nous traversons une période de crise mondiale où le gouvernement algérien a avancé un peu plus de 5 000 milliards de subventions.
Il garde le caractère social de l'État. Tout à fait. C'est un effort qui a été fait par l'exécutif, par l'État algérien, et M. le Président de la République a insisté sur ce volet-là. Nous avons besoin de ce passage, de ce soutien au peuple algérien. Après, il faudra voir un peu l'évolution et travailler plutôt pour la création de l'emploi, des richesses et laisser les gens entreprendre pour sortir un peu de ce marasme de l'assistanat. J'utilise ce terme parce qu'à un moment donné, il faudra penser aux futures générations. Mais cela dit, nous sommes confiants et nous espérons que les choses changeront très rapidement. Alors, on dit souvent que c'est le volet social et vous parlez de l'assistanat, mais aujourd'hui, on a eu à débattre sur ce plateau de cette portée qu'a eu les annonces les annonces du chef de l'État en décidant d'augmenter les salaires pour sauver le pouvoir d'achat des Algériens. On dit aussi que c'est pour relancer notre économie, préserver ou pousser par là aussi la consommation, ce qui va favoriser la relance économique également chez nous. Alors, la conjoncture actuelle, on relève dans pas mal de pays, il y a un taux d'inflation qui est très important. À titre d'exemple, quand on voit que la Grande-Bretagne annonce 10% d'inflation. Donc, si on augmente des revenus, il faudra être très vigilant, faire attention qu'on ne retombe pas sur d'autres pièces, qui est tout simplement l'inflation. Donc, il faudra vraiment étudier la chose, mais il est temps aujourd'hui de relever ces salaires. Il y a eu une loi déjà, il y a eu par rapport à l'imposition, donc des revenus, comment dirais-je, il y a eu sur les bas revenus, sur les bas revenus, donc l'IRG a été suspendu. Maintenant, si on augmente des revenus, il faudra mettre des mécanismes pour qu'on ne soit pas. Alors moi, ce que j'avais proposé, ce que je dis à chaque fois, il faut qu'il y ait des allocations ciblées, des aides ciblées selon les revenus pour ne pas tomber dans ce piège d'inflation qui risque de se répercuter sur notre économie. Alors sur le volet économique, on a des bons chiffres également. On a eu ces textes qui ont été donc promulgués pour la loi sur l'investissement. Aujourd'hui, il faudra vraiment se mobiliser derrière et suivre l'évolution du plan d'action du gouvernement. Vous, en tant que député, la déclaration de politique générale a été donc présentée. Il y a eu le bilan, il y a aussi les perspectives à venir, donc les actions à mener sur le long terme. Le volet économique devra également se tailler la part du lion dans l'année à suivre. Bien évidemment, donc la loi sur l'investissement qui était tant attendue, avec les tests d'application qui ont suivi très rapidement, contrairement à certaines lois. Donc aujourd'hui, il faudra accompagner. Pour la simple raison, il y a une ouverture. Il y a ce qui est très intéressant aussi, c'est les fameuses IDE, donc les investissements directs étrangers, sur lesquels l'État algérien, le gouvernement algérien a été très clair. Il y a une notion de gagnant-gagnant, ce qui permettra aujourd'hui de rassurer nos investisseurs, de donner des garanties et de permettre aussi de créer de l'emploi, créer de la richesse et qu'il y ait surtout des transferts de technologie, de savoir-faire. Donc, bien évidemment, l'objectif aujourd'hui, c'est de donner la chance à tous nos jeunes qui ont besoin d'un emploi, et ce qui entamera derrière, ce qui nous permettra d'entamer la deuxième partie, c'est d'installer une économie saine, une production locale et pourquoi pas penser à l'export plus tard. Alors, je pense que dans le débat général, on a reconnu quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été menés aujourd'hui, une efficacité de l'action du gouvernement et sa mobilisation dans la mise en œuvre des réformes initiées par le président de la République. Mais on demande toujours à ce qu'il y ait plus de prise en charge des préoccupations des citoyens, à ce qu'il y ait plus d'équité au niveau des régions, à ce que l'investissement également touche toutes les régions. On parle des zones d'ombre, on parle des régions plus défavorisées, à créer des zonages aujourd'hui pour justement que l'investisseur puisse se retrouver et sache dans quoi investir. Tout à fait, parce que tout simplement, je tiens à préciser qu'on sort d'une période... Que ce soit réparti équitablement sur tout le territoire. Exactement. On sort d'une période très difficile. Donc on sort de la pandémie de la Covid-19. Juste après, il y a eu la crise ukrainienne qui a engendré derrière une crise mondiale. Donc du coup, il y a eu des précipitations. On a réagi comme on a pu au niveau de l'exécutif. Les résultats sont positifs, même si je l'ai déjà dit, ils sont incomplets. Il y a eu des actions qui ont été entreprises pour essayer de rééquilibrer... Positif mais incomplet, c'est-à-dire ? Alors, sur certains points, on aurait pu faire mieux. Donc, encore une fois, c'est les conséquences de la crise de la pandémie de la Covid-19 sur lequel il y a eu des retards. Maintenant, l'objectif, c'est qu'il y ait un équilibrage, entre parenthèses, de tout ce qui est... il ne faudra pas priver aujourd'hui. Vous avez des wilayas qui ont bénéficié de pas mal de projets, d'autres non. Il y a une zone qu'il ne faudra pas oublier, c'est la partie sud du pays, qui aujourd'hui a aussi besoin de ces projets-là. Donc il y a un travail il faudra vraiment se concentrer, c'est pour qu'il y ait cet équilibre. Alors là, juste pour reprendre les chiffres importants qui ont indiqué le progrès réalisé dans la maîtrise du commerce extérieur à fin août 2022,
la balance commerciale a enregistré un excédent de près de 14 milliards de dollars. C'est une première. Voilà, donc c'est là qu'il faut profiter de la situation pour pouvoir Tout à fait, mais quand on parle aussi de l'export, il faudra à un moment donné développer la production locale qui nous ouvrira les portes, avec tout ce qui a été entrepris, avec toutes les possibilités qu'on a, avec la qualité du produit algérien, avec un marché africain qui est très important. Donc il faudra améliorer la qualité pour essayer de gagner d'autres marchés, mais je pense que le produit algérien aujourd'hui, si on fournit un peu plus d'efforts, on sera capable de le retrouver sur les marchés internationaux. Il y a eu une volonté aussi qui s'est manifestée à travers le déblocage de ces 900 projets d'usines qui vont créer de l'emploi également. Cela dénote une volonté aujourd'hui de faire avancer les choses. Comment c'est perçu à votre niveau, au niveau de l'Assemblée ? On l'a dit d'ailleurs, monsieur le médiateur de la République, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, a fait un excellent travail suite aux instructions de monsieur le président de la République. Il a débloqué pas mal de projets. Encore, il y a certains projets qui sont encore bloqués, mais je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté à haut niveau aujourd'hui d'avancer et de pousser les gens à entreprendre. Il y a une loi qui permet aujourd'hui aux fonctionnaires, par exemple, de prendre une année et aller sur l'auto-entrepreneuriat, ce qui va booster aussi. Donc il y a pas mal de projets. Maintenant, à la sortie de la Covid-19, je pense qu'il y a des mécanismes qui doivent se mettre en place. Et puis surtout changer la mentalité. Changer la mentalité, ça c'est important. Changer la important. Mentalité, que ce soit dans la bureaucratie, dans l'administratif ou dans tous les secteurs aujourd'hui. Ça c'est encore des fléaux qui touchent toute la société, quasiment toutes les administrations. Donc c'est vraiment le point de départ, c'est de changer de mentalité, se dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, c'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais pour passer à une autre étape et à ce moment-là, on pourra parler vraiment d'une nouvelle Algérie. Donc aujourd'hui, les députés sont là pour faire de l'APN un véritable mécanisme de contrôle du contrôle des politiques publiques. On l'a déjà prouvé pendant les 2 journées. Il reste encore une soirée et une journée pour débattre et enrichir un peu ces points-là. Et puis on attendra les réponses de M. le Premier ministre concernant requêtes des députés. Il y a eu d'autres points sur lesquels vous avez émis des préoccupations sur cette déclaration générale de politique, déclaration de politique générale. Un point qui revenait souvent, M. le Président de la République a parlé du développement de l'agriculture. Nous avons les moyens, nous avons les terres qu'il faut. Et je relève une remarque très intéressante d'un des collègues qui avait parlé des nouvelles technologies au niveau de l'agriculture. Il a été très précis. Je pense que M. le ministre de l'Agriculture a très bien reçu le message en présence du Premier ministre et on attend avec impatience la réponse du Premier ministre, car je pense que c'est une solution pour monter la production locale. Il faudra penser une productivité et surtout mettre les moyens qu'il faut. Les nouvelles technologies doivent être partout. La numérisation au niveau de l'administration pour démocratiser un peu. Je crois que c'est revenu souvent, le terme de la numérisation, les problèmes du haut débit a été aussi relevé au niveau Alors de oui, l'Assemblée. ça a été relevé quasiment par tous les collègues, mais il faudra aussi penser à la sécurité de ces données. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas la cybercriminalité peut-être, mais il faudra travailler. Donc, c'est l'arme de demain. C'est l'arme de demain, exactement. Donc il faudra vraiment penser... D'aujourd'hui même, je pense qu'on y est. Oui. Avec tout ce qu'on subit comme... Oui. Alors justement, je vais vous terminer avec cette question, juste pour faire le passage à l'autre plateau, qui est la jeunesse. Aujourd'hui, il y a le Conseil supérieur de la jeunesse qui a été installé. La jeunesse doit faire partie prenante aujourd'hui, doit participer dans la vie politique algérienne. Je suis convaincu. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'avenir de l'Algérie. Donc donnons la chance aux jeunes. Monsieur le Président de la République a fait une excellente chose en installant ce Conseil. Et j'espère, il faudra les impliquer dans la vie politique, économique, sociale, culturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin de tous ses enfants, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ça, c'est un message que je passe à la communauté algérienne à l'international. D'autant plus, vous êtes une chaîne à vocation. Donc, on compte sur tous les Algériens, spécialement les jeunes, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Oui, on fait appel à eux, parce qu'il y a eu une organisation de la communauté à l'étranger également. Tout à fait. Merci, monsieur Mohamed Hani, d'avoir participé à ce débat. Nous n'avons pas eu, je rappelle, avec nous le député du FLN, ce que nous regrettons malgré notre invitation. Donc demain se terminera le débat sur cette déclaration de politique générale et vous aurez droit aux réponses du Premier ministre. Bien évidemment, on sera très attentif. Voilà, merci beaucoup Monsieur Hani. Merci à vous. Alors je vous le disais, donc la transition a été faite sur le Conseil supérieur de la jeunesse. On en parle dans notre deuxième plateau, mais auparavant, je vous propose de revenir sur le forum des jeunes d'Algérie qui s'est tenu à Tébessa cette semaine. Consolider et promouvoir la participation des jeunes à l'édification d'une Algérie nouvelle, tel était le mot d'ordre des participants lors du premier forum des jeunes d'Algérie organisé à Tébessa.
Le directeur de l'Institut national des études stratégiques globales, Abdelaziz Mjahed, a souligné la nécessité de tirer avantage de la jeunesse qui représente la plus grande composante de la société algérienne, notamment sous les nouvelles lois promulguées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accordant de larges prérogatives aux jeunes pour les impliquer à la vie politique. De son côté, Dr Zineb Benferih de l'université Qasdi Merbah d'Ouargla a rappelé qu'il est important d'impliquer les jeunes dans diverses manifestations sociales, économiques, politiques et culturelles pour mettre à profit leur potentiel et le recours aux nouvelles technologies de télécommunication et de l'information. 3 conventions de coopération et de partenariat avec plusieurs secteurs ont été signées, à savoir avec la présidente du Croissant Rouge algérien, le directeur général de la protection civile, ainsi qu'avec le recteur de l'université Qasdi Merbah de la wilaya de Ouargla. Selon le président du Conseil supérieur de la jeunesse, les 2 conventions signées avec le Croissant Rouge et la Direction générale de la protection civile permettront de former les membres du CSJ des différentes régions du pays au secourisme pour leur permettre d'apporter leur aide en cas de catastrophe naturelle et de diffuser la culture du bénévolat au sein de la société. Concernant la convention signée avec l'université Qasdi Merbah, elle vise à favoriser la coopération académique et de terrain entre les membres du CSJ et l'université et tirer avantage des multiples études universitaires. Et voilà, on revient pour notre deuxième plateau, la citoyenneté et l'accès des jeunes à la politique. C'est sous ce thème que s'est ouvert donc ce premier forum des jeunes d'Algérie à Tébessa. Plus de 350 membres du Conseil supérieur de la jeunesse issus de toutes les wilayas du pays ont planché 3 jours durant sur les voies et mécanismes de participation des jeunes Algériens à la vie politique. Nous accueillons sur ce plateau mademoiselle Amina Lobiot. Bonsoir, Amani Lobiot, pardon. Bonsoir, vous êtes membre du Conseil supérieur de la jeunesse. Exactement, bonsoir à tous, merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous accueillons également mademoiselle Katia Yatta. Bonsoir. Vous êtes également membre du Conseil supérieur de la jeunesse. Merci à vous deux d'être venus ce soir sur notre plateau pour nous parler de ce nouveau Conseil supérieur de la jeunesse qui a été installé donc en juin, je le rappelle, donc très récemment. Alors parlez-nous un petit peu du rôle que devra mener ce Conseil supérieur de la jeunesse aujourd'hui. Donc, je dis bonsoir à tous. Pour parler du Haut Conseil de la jeunesse comme un début, il faut d'abord parler du président Abdelmadjid Tebboune qui a donné la chance à ces jeunes aujourd'hui, après le dernier amendement de la Constitution en 2020, pour marcher vers la démocratie participative. Et donc, tout le peuple s'attend que le Haut Conseil de la jeunesse apporte une grande aide aux jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent s'intégrer dans la vie politique, aider les jeunes, transmettre les voix des jeunes et exactement pouvoir apporter un changement. On a toute aide de tous les organes de l'État pour c'est-à-dire marcher vers un vrai changement. Et aujourd'hui, à travers nos événements, à travers le contact qu'on a avec tous les jeunes, vu qu'on est jeunes aussi, donc... Je dirais vos âges, mais oui, vous êtes très jeunes, mais bon, dans la vingtaine. Et on sent quand même une certaine conscience aujourd'hui chez vous, cette volonté de vouloir faire avancer les choses, de changer les choses également. Exactement. J'imagine que tous les jeunes Algériens aujourd'hui ont compris l'importance d'être intégrés vu qu'on est majoritaire en Algérie et on a compris aussi qu'on a les capacités. Au début, on avait peur, on se disait peut-être que voilà, on n'est pas apte, mais au final, c'est nous qui connaissent et c'est-à-dire c'est nous qui peuvent aider. On était certainement consultés, mais c'est-à-dire est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que le rôle, c'est-à-dire est-ce que le jeune peut être vraiment implémenté dans la décision? Il est seulement consulté par c'est-à-dire des élus locaux, etc. Mais aujourd'hui, on a vraiment la chance d'être là, de dire ce qu'on veut dire et c'est-à-dire de transmettre nos messages vu qu'on est des jeunes et on connaît mieux, comme a dit le président Abdelmadjid Tebboune dernièrement dans son dernier discours. Alors oui, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à intégrer le Conseil supérieur de la jeunesse aujourd'hui? On l'a entendu chez mademoiselle Lobiot aujourd'hui, cette volonté de faire passer son propre message de jeune aujourd'hui. C'est essentiellement pour participer à l'élaboration de toute décision ou toute démarche concernant les jeunes. De ne pas être en marge. Exactement. Donc on ne peut pas seulement nous écarter donc de toute décision qui concerne la jeunesse.
Donc on est là pour apporter tout argument, toute opinion, toute critique également, afin de faire évoluer donc, les décisions concernant la jeunesse, mais également de valoriser cette dernière. De faire entendre la voix des Exactement. jeunes. Donc de faire connaître le potentiel jeune algérien et donc pour tout ça pour valoriser et concrétiser toute pensée jeune. Alors vous êtes plus de 300 aujourd'hui membres au sein du Conseil supérieur de la jeunesse, vous venez de tous bords, vous êtes tous licenciés, diplômés, je pense que vous faites tous des études supérieures. Vous avez organisé ce premier forum des jeunes d'Algérie à Tébessa. C'était important de se délocaliser de la capitale ? C'était le forum avait plusieurs messages et depuis très longtemps les événements se déroulent généralement sur Alger ou bien c'est-à-dire c'est toujours centralisé. On a voulu d'abord bouger vers d'autres wilayas parce qu'on a vu le potentiel dans c'est-à-dire nos camarades au sein du conseil. On a vu le potentiel des jeunes des wilayas internes et ce qu'ils pouvaient faire et on a vu aussi la volonté de l'État de nous aider de rentrer vers d'autres wilayas. Et aujourd'hui, on a choisi Tébessa parce que c'est une wilaya historique, c'est une wilaya où vraiment on a trouvé la volonté de travailler sur un forum pareil. Il y avait quelques challenges, mais c'était parfait. C'était pour dire qu'on est là, même s'il y a des challenges, on peut surmonter ça et on peut également travailler dans toutes les wilayas de l'Algérie, vu qu'on peut apporter un changement là où on est. On peut le faire. Toutes les wilayas sont représentées au niveau du Conseil supérieur de la jeunesse ? Toutes les wilayas, oui. Ils sont représentés donc par des élus qui ont été votés au sein de toutes les wilayas. Donc on a des membres qui représentent les 58 wilayas, donc de partout de l'Algérie. Et comme ça, on pourra concrètement faire passer le message de tous les jeunes de toutes les wilayas. Alors vous êtes jeunes, vous êtes diplômés, vous êtes aussi des femmes, c'est important de le préciser puisqu'on a voulu créer cette équité entre hommes et femmes au sein du Conseil supérieur de la jeunesse. On le vit très bien parce que voilà, les femmes sont là, elles sont présentes, pas que dans le conseil. Donc, si on revient vers la démocratie participative, ils sont là à la PN, ils sont là à la PUI, à la PC, etc. Mais au conseil, on voit vraiment cette équité et on voit vraiment que voilà, toutes les femmes sont là et elles se donnent à fond. Parce qu'on mène c'est-à-dire on mène le chemin un peu plus difficilement, mais on est là et on dit vraiment que les femmes elles peuvent apporter en politique et dans la vie quotidienne et en société civile et voilà donc c'était important qu'il y ait cette représentativité. C'est clair parce que les femmes représentent le noyau de la société. Et donc, par exemple, pour le forum, c'était là pour le empowerment des jeunes. Donc, c'est pour vraiment construire une citoyenneté éclairée, active et bien politisée qui pourra donc faire passer et donc construire toute une opinion, tout un empire autour des jeunes, mais également et évidemment donc les femmes, du moment qu'elles représentent quand même le noyau, comme je l'ai bien dit, de la société, de la famille, exactement. Alors aujourd'hui, comment ça se passe au niveau du Conseil supérieur de la jeunesse? On sait qu'il a été installé, donc c'est très récent. Vous êtes encore au niveau de l'organisation? Exactement. Donc il n'y a pas très longtemps, on a voté le règlement intérieur du Haut Conseil. On attend vraiment la finalisation de la procédure pour commencer à travailler sur l'organigramme. On aura 8 commissions, chaque commission représentant presque 3 secteurs différents. Par exemple, je cite la commission de l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Donc, il y aura plusieurs commissions et chaque commission sera chapeautée par un président qui sera voté, un vice-président et 4 vice-présidents, c'est-à-dire dans le bureau exécutif. Et de là, on va commencer notre travail. Si on pose la question comment on va diviser ces membres sur les différentes commissions, on a une commission qui travaille sur ça. Donc, ils seront divisés, on sera divisé selon nos capacités et surtout nos expériences professionnelles.
chacun va représenter le domaine où il va vraiment apporter au conseil, où il va vraiment apporter aux jeunes qui représentent ces secteurs. Voilà. Alors vous êtes rattaché directement à la présidence de la République. Aujourd'hui, vous avez quand même une lourde responsabilité, celui de faire entendre, donc on le disait depuis tout à l'heure, la voix des jeunes aujourd'hui. Vous devez rétablir cette confiance entre les jeunes et nos décideurs. Quel sera exactement votre travail à ce niveau-là? Donc la démarche Comment vous allez procéder? Exactement. La démarche se fera essentiellement donc, selon les commissions. Par exemple, on a 8 commissions en tout. Donc, comme l'a bien dit ma collègue, une commission de l'éducation, une commission d'environnement, de la solidarité, donc différentes commissions. Et de là, on va essayer de répartir les tâches. Donc, selon les commissions, encore une fois. Et de là, on pourra s'approcher auprès des jeunes. Et donc, on pourra transporter et faire connaître les différentes revendications des jeunes. Donc, ça se fera selon les commissions essentiellement, mais également comme nous l'avons fait concernant donc, le forum à TBSA, où nous avons vraiment rencontré et on était en contact direct avec différents jeunes de la région, de la wilaya, où on a pu vraiment faire différentes activités, plus donc les formations et les conférences qui ont été dédiées essentiellement aux membres du Haut Conseil. Et donc c'est de cette manière que nous allons procéder pour réellement faire connaître les revendications. Vous serez également en contact avec la jeunesse algérienne. Évidemment. Donc avec les différentes activités qu'on a pu faire, on a été en contact avec les jeunes de la wilaya essentiellement. Et c'est comme ça que nous allons... Vous avez pu avoir une idée sur les besoins aujourd'hui des jeunes Algériens? Certainement, j'imagine que du moment où on a entamé ce chemin, on s'est dit qu'il est temps de dire que voilà, les jeunes peuvent aider et peuvent prendre des décisions quand ils sont consultés. Les jeunes peuvent aider quand ils ont les outils, quand ils sont invités à collaborer, mais vraiment avec les gens qui ont le pouvoir de prendre la décision. Et aujourd'hui, on a vraiment prouvé avec très peu de temps de juin jusqu'ici. Normalement, on a commencé à rétablir cette confiance avec les autres jeunes, parce que nous aussi, on est jeunes. Oui. Et on est toujours là pour dire que, voilà... Vous êtes en contact tout le temps avec les jeunes. Donc exactement. Mais il faudrait élargir tout cela donc, à toutes les franges de la société. Je parle de la jeunesse, hein. Pas seulement ceux qui sont au niveau des universités, ou au contraire, hein, toucher tout le monde. Certainement, il y a beaucoup de membres qui sont élus, moi y compris. Donc, on a un contact direct avec les jeunes de nos communes, on a un contact direct avec les jeunes de nos wilayas, et à travers les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on a c'est une ère de réseaux sociaux où on peut vraiment... communiquer avec tous les jeunes à travers un petit clic. Et on a des réseaux sociaux et les portes sont ouvertes à tout le monde pour donner son avis et son opinion librement, sans exclusion. Et on essaie vraiment de partir vers tout le monde. On ne va pas attendre que les jeunes viennent vers nous. Nous, on va se déplacer vers eux et c'était notre premier pas à Tbessa et ce sera nos prochains pas très prochainement à d'autres wilayas, Inch'Allah. Oui, alors justement, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que le processus de discussion est là. Donc, on ne va pas essayer d'approuver seulement donc, les décisions des 348 membres quand même. Donc, nous allons essayer de rentrer en contact avec les différentes catégories donc, de la société algérienne à travers plusieurs moyens. Notamment les réseaux sociaux, parce qu'on est présent sur les réseaux sociaux. Je crois que les nouvelles technologies seront vos alliés, si vous voulez toucher aujourd'hui la jeunesse algérienne. Oui, nous avons un site, donc également... qui est actif. On est présent. Oui. Nous avons également on est présent sur Instagram, chose qui n'est pas faite toujours par les... donc c'est un outil jeune pour pouvoir communiquer avec ces derniers. Et donc, la discussion est là, elle est placée. Et encore une fois, les portes sont ouvertes à tout jeune. Et voilà. Vous devez aussi avoir ce rôle d'instaurer une certaine culture politique chez nos jeunes Algériens. Vous me disiez tout à l'heure en off, vous faites partie des jeunes qui ont décidé de rester en Algérie et de ne pas partir.
C'est important aussi. Oui, c'est très important de prendre le temps de se dire ce pays nous a beaucoup donné. On a fait des études ici, on a côtoyé des amis et voilà, il est temps de se dire que peut-être si on prenait un peu de temps, en période de jeunesse surtout, parce que généralement les jeunes ils partent en période de jeunesse, si on prenait un peu de temps en période de jeunesse pour essayer de reconstruire voilà ce qu'il y a, peut-être qu'il y aura vraiment du changement. Même les jeunes qui sont partis aujourd'hui ne sont pas exclus de la table de discussion. On a beaucoup de jeunes qui représentent la diaspora algérienne et qui sont là avec nous pour essayer de communiquer, de collaborer, de participer exactement et peut-être potentiellement revenir en Algérie pour reconstruire cette nouvelle Algérie comme on le dit. La nouvelle Algérie, elle est là avec ces jeunes qui se donnent à fond, mais vraiment à fond pour essayer de faire un changement. Exactement. C'est la force du pays aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est peut-être vu comme un sacrifice pour certaines personnes, mais nous avons choisi donc de rester ici et nous allons tout faire pour essayer de changer, de recréer donc la démocratie en Algérie, et ce en impliquant les jeunes dans les décisions politiques à quand même un niveau très très haut et également donc pour aboutir in fine à une certaine discussion où la voix du jeune Algérien est prise en considération et est mentionnée donc concrètement dans les décisions donc des personnes qui ont quand même des postes décisifs dans ce pays. Et vous trouvez l'interface avec les pouvoirs publics ? Vous avez cette écoute ou alors comment ça va se passer ? L'échange pour le moment est très actif. Donc, vous venez de commencer, on ne va pas vous demander aussi d'être encore complètement immergé dans dans le processus. Non, mais comment ça se passe ? Il y a quand même une immense, disons, simplification du contact. On nous entend, on essaie de communiquer. On nous explique parce qu'on reste jeune. Parce que rien ne se donne, tout s'arrache. Hein, donc exactement. Il faudra vraiment batailler aussi pour vous imposer. Oui, totalement. Donc les discussions sont là, les échanges sont là, les aides également sont là. Par exemple, pour le forum, on a sollicité plusieurs institutions qui nous ont vraiment aidés et nous ont apporté tout ce qui est possible pour concrétiser donc, ce premier projet qui est encore tout jeune et qui a très très bien fonctionné. Donc les institutions sont quand même là pour nous aider. Pour vous accompagner. Et nous accompagner. Et comment se fait cet apprentissage en politique ? Ce n'est pas le début pour certains, mais ce l'est pour d'autres. Et les jeunes avaient beaucoup peur de la politique parce que le terme était un peu ambigu pour certains. Mais avec notre dernier forum, par exemple, on a essayé de travailler sur le political empowerment, et on a vu vraiment une certaine simplification d'un terme qui était... Donc il y a des formations. Certainement, c'était le but primaire de notre forum. On a travaillé sur des formations, donc on avait un côté théorique, là où on a travaillé sur les idées, et on avait un côté pratique où on a vraiment eu la chance de faire donc des simulations, on a eu la chance de faire des activités où ça a clarifié certaines choses pour les jeunes. Et aujourd'hui, on marche vers une politique qui est plus jeunes, je précise. Donc, on voit vraiment les jeunes présents dans les APC, les APUI, l'APN et dernièrement dans le Haut Conseil de la jeunesse. Et on voit vraiment un air frais donc de ce que donnent ces jeunes et de ce qu'ils peuvent apporter à ce pays. Très bien. Alors, pour reprendre un petit peu les thématiques qui ont été abordées lors de ce forum, plusieurs ateliers sur la citoyenneté, le patriotisme et la participation politique, c'est ça, mais aussi sur les questions de leadership, de planification et de participation effective aux événements locaux et nationaux. Donc, il y a eu des formations sur ces thématiques. Exactement. Donc, nous avons consulté des personnes qui sont dans le domaine, qui nous ont vraiment aidés à concrétiser cette idée afin de former ces jeunes pour vraiment les mettre dans le bain de la politique et essayer
d'instaurer la politique en général. Et donc exactement, nous avons été formés par plusieurs profs, donc qui nous ont, donc comme l'a bien dit ma collègue, donc nous avions deux types de formation, dirais-je. Il y avait la formation donc théorique, qui était essentiellement une conférence, donc plusieurs conférences où il y avait un échange, un débat avec des intervenants, où nous avons vraiment essayé de faire connaître le débat, l'échange avec les professeurs et les membres du Haut Conseil, mais également les formations qui étaient donc dans l'après-midi. Et ma collègue vous donnera plus de détails sur ça. Sur les thématiques. Donc, Katia et moi, toutes les deux, on a travaillé dans l'équipe de programmation. Avant toute thématique qui était posée, on a fait un diagnostic au sein du conseil. On a fait un diagnostic, un petit diagnostic pour le reste des jeunes, pour voir les plus grands axes sur lesquels on devait travailler. Et voilà, donc on a décidé de travailler sur les thématiques de political empowerment. On a travaillé sur la citoyenneté et c'était pas juste des conférences théoriques, ça sortait de ça. C'était des interventions interactives, c'était des échanges. Et encore, à chaque fois, on faisait de sorte qu'ils voient toujours ça dans la pratique. Donc, si on parle de citoyenneté, on a fait Hamlet Tashjir, on a fait, par exemple, voilà, on a fait du nettoyage dans des cités juste à côté, au centre-ville, dans les sites touristiques. On a fait des sorties écotouristiques. Donc, on faisait du tourisme et en même temps, on nettoyait. Donc, on voyait vraiment la citoyenneté des jeunes et comment ils peuvent influencer les autres jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi, je reviens vers les réseaux sociaux, on est aussi dans l'influence des autres. On essaie d'influencer à notre manière. Et l'après-midi, donc, on avait des ateliers qui travaillaient sur ça et qui aussi ont essayé de créer un certain lien entre les membres pour créer ce sentiment de famille et pour comprendre qu'on ne peut pas avancer sans s'entraider, qu'on ne peut pas avancer dans ce conseil sans l'aide des jeunes qui sont là et qui ne sont pas avec nous, parfois par choix ou parfois par manque de chance. Donc, c'est la prise de conscience, c'est l'esprit civique, c'est l'esprit aussi patriotique, politique aujourd'hui que vous essayez de promouvoir au sein de ce Conseil supérieur de la jeunesse et avec nos jeunes. Et vous allez finalement devoir également participer à l'élaboration du plan de jeunesse national. Pour l'instant, on travaille sur ça, exactement. Donc, on travaille sur un certain diagnostic sur ce qu'il y a pour voilà. Vous en êtes à l'étape du diagnostic. Vous venez de démarrer, c'est compréhensible, c'est par là qu'il faut commencer. Voilà. Très bien, merci mesdemoiselles, merci d'avoir participé à ce débat. En tout cas, je vous souhaite plein de succès. Je rappelle que vous êtes très jeune, vous faites plaisir aujourd'hui à voir qu'il y a une jeunesse derrière, qu'il y a une relève consciente aujourd'hui des enjeux demandés aussi par le chef de l'État qui appelle à ce que la voix des jeunes soit écoutée. Comment vous avez perçu ce message ? C'était quand même une très belle surprise de savoir que... Sans qu'il y a une volonté derrière de promouvoir la jeunesse. Il y a quand même, donc on ne pouvait pas vraiment avancer en ignorant donc, la voix de la jeunesse. Il fallait instaurer cette idée dans les différentes décisions qui seront prises par l'État et le gouvernement. Donc c'est pourquoi le Haut Conseil est présent, c'est de justement accompagner toute décision concernant les jeunes afin de la compléter et l'améliorer peut-être en essayant de donner le plus concret concernant les jeunes, donc ce qui touche les jeunes. Donc on ne peut pas décider sans les jeunes, du moment que c'est des décisions qui touchent les jeunes. Ouais. Et donc voilà.
Merci beaucoup. Je vous poserai une dernière petite question. C'est pas un piège. Où est-ce que vous avez passé vos vacances cet été? Où est-ce que vous avez pris des vacances déjà? Donc, c'est ce que j'allais dire. Moi, personnellement, j'avais que quelques jours pour partir à Skikda, juste à côté de Constantine. C'était en Algérie. Donc, c'était en Algérie. Mais par contre, on n'a pas vraiment pris de vacances parce que là, certainement, le Haut Conseil n'a pas d'administration. Donc, on travaille vraiment, nous, sur tout ce qui est préparation d'événements, etc. Donc, on était là et voilà. Oui. Alors, concernant, c'était à Béjaïa. D'accord, donc en Algérie également. En Algérie. C'était pour me faire ma transition. Merci, mesdemoiselles, pour mon prochain plateau qui va donc parler du tourisme. Le tourisme en Algérie, l'importance de dégager une nouvelle réflexion sur le tourisme dans notre pays au vu des différentes potentialités qu'elle recense. Nous allons en parler dans notre troisième et dernier plateau. Il y a le CITEV qui vient de se clôturer cette semaine. On va revenir sur cette clôture dans ce reportage signé Saïda Mayouf. Au terme de 4 jours pleins de dynamisme entre les participants et une grande soif de découverte de la part des visiteurs, le CITEV, dans sa 21e édition, aura joué un rôle pivot dans le volet partenariat entre opérateurs nationaux et étrangers. Des offres promotionnelles spéciales Salon CITEV pour les familles, toutes destinations confondues. On est présent dans toutes les filières touristiques. Nous avons des structures hôtelières au niveau du sud, 20 hôtels sahariens, des stations thermales, des stations balnéaires, du climatique et également des hôtels d'affaires ou ce qu'on appelle aussi les hôtels urbains. Nous avons conclu nombreux partenariats avec des opérateurs nationaux et étrangers, notamment tunisiens et chinois, pour promouvoir le tourisme thermal et ses bienfaits thérapeutiques. C'est une chance inouïe pour se rapprocher des agences de voyage étrangères pour drainer un maximum de touristes dans notre grand et beau pays, notamment de l'Afrique, tels la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, ou encore les pays arabes et les pays européens. Une centaine de professionnels tunisiens, entre hôteliers et agents de voyage, ils ont établi avec leur homologue algérien, les agents de voyage, des contrats qui seront très bénéfiques pour l'arrière-saison, pour les vacances de fin d'année, espérons aussi pour 2023, et ça sera dans les deux sens, pour les Algériens qui viennent en Tunisie et les Tunisiens qui viennent en Algérie. Et c'est un appel aux Tunisiens, venez en Algérie, c'est un très très beau pays. Le patrimoine culturel dans toute sa diversité se découvre au grand public, notamment à travers les start-up via des technologies de pointe. Spécialisés dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, nous faisons des reconstitutions archéologiques des sites d'Algérie, comme Tipaza et la Casbah. On espère bien sûr faire d'autres sites par la suite. Donc, dans le casque de réalité virtuelle que nous proposons dans le stand du ministère de la Culture, les visiteurs peuvent voyager dans le passé et regarder, voir Tipaza comment a été dans le passé et la Casbah d'Alger. Le CITEV s'est soldé par la conclusion de contrats de partenariat entre nationaux et étrangers à même de relancer sensiblement l'activité touristique. C'est un salon avec un produit d'appel, le tourisme saharien. Le début de fruit de ce salon vient de se concrétiser avec des vols charter de la France, à partir de la France vers le sud, exactement de Lyon vers Janet, extensible sur Taman Rasset, Inch'Allah. Le premier vol, ce sera le 17 décembre, par une rotation d'un vol par semaine, jusqu'à la fin de la saison saharienne. Également une autre signature de partenariat entre les Libyens et les Algériens pour des échanges touristiques. La cérémonie de clôture du CITEV ayant connu une participation record de 80 000 visiteurs se voulait des hommages et des distinctions à tous ceux ayant boosté la destination Algérie, notamment le tourisme saharien, véritable locomotive de l'activité touristique.
Voilà, donc le CITEV de retour après une absence de 2 années à cause de la pandémie. Nous allons ce soir parler de la politique de relance du tourisme dans notre pays avec nos invités. Nous accueillons Madame Nasser Bey Saliha, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez commissaire du CITEV et vous êtes directrice générale de l'Office national du tourisme. Merci d'être présente ce soir sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Nous accueillons également Monsieur Abdelwahab Terrini, bonsoir. Abdelhamid, excusez-moi d'avoir écorché votre nom voilà, dès le début. Alors Abdelhamid Terrini, j'ai pas repris votre nom correctement, directeur général du tourisme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, comment s'est passé ce salon international du tourisme et des voyages après une absence de 2 années? Très bien, des échos très favorables. Nous avons reçu pas mal de visiteurs qui ont avoisiné 80 000 visiteurs. Il y a eu beaucoup de signatures de contrats entre les opérateurs, donc que ce soit entre les locaux eux-mêmes et aussi entre les tour opérateurs algériens et les tour opérateurs étrangers, entre agences de voyage et hôtels. Et puis voilà, c'était un retour attendu par tous les acteurs du tourisme. C'était important qu'il y ait ce retour de ce genre de manifestation pour avoir plus de visibilité. Tout à fait, c'est un rendez-vous incontournable. Donc c'est une activité très importante dans le programme d'action de notre département ministériel parce que c'est une occasion d'abord de promouvoir le produit touristique, de mettre en relation d'affaires donc les acteurs du tourisme et puis voilà, donc arriver à signer des conventions et tout ça rentre dans le cadre de la relance de l'activité touristique après l'arrêt qu'a connu le monde entier. Oui, alors le tourisme a été fortement justement impacté, un des secteurs les plus impactés par la pandémie. Il y a eu l'arrêt total donc, des voyages. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau concept, changer le concept traditionnel du tourisme, aller vers un nouveau concept basé sur l'édification d'un avenir de tourisme durable et plus fort justement après cette pandémie, c'est-à-dire... Oui, c'est vrai que la pandémie a tout basculé finalement. Donc elle a permis de recentrer la question du tourisme pour voir comment redévelopper le tourisme sans altérer le développement durable, sans toucher à l'environnement et préserver surtout toutes les ressources naturelles. Il faut savoir que cet impact a été très fort. Donc en 2020... c'est une baisse de 84% des activités. Le nombre de touristes a chuté de 1,5 milliard en 2019 jusqu'à 400 millions en 2020. Donc, pour voir que cet impact a été vraiment dévastateur et néfaste pour le secteur du tourisme. C'est pour ça que la relance et la reconfiguration, entre guillemets, de l'activité touristique doit être profondément repensée et restructurée pour s'adapter à ce genre de phénomène qui risque de revenir. On ne sait pas. Oui. Donc pour nous, le Covid est derrière, mais on ne sait pas ce que... Ne parlons pas de malheur. L'avenir nous réserve. Espérons que ce soit derrière nous. Prendre les leçons. Alors aujourd'hui, on parle d'un plan de relance du secteur du tourisme chez nous. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à développer. Quel est aujourd'hui, sur quoi se base aujourd'hui ce plan? Quelles sont les priorités? Les priorités, déjà, il faut que l'Algérie dispose d'infrastructures suffisantes et nécessaires pour accueillir le maximum de touristes. Nous envisageons ou nous préconisons de recevoir à l'horizon 2030 environ 10 à 11 millions de touristes étrangers, y compris bien sûr notre diaspora. Mais pour atteindre ce but, il faut d'abord avoir les infrastructures, les hôtels, tous les accompagnements nécessaires. On a pu voir un petit peu aujourd'hui nos failles, vu que le tourisme s'est recentré, nous-mêmes, on s'est recentré sur le tourisme local. Nous n'avions pas d'autre choix et les demandes étaient plus fortes que les offres. Oui, on a constaté que donc, la pandémie nous a un peu réorienté vers un tourisme local, ce qui est bien, parce que le touriste algérien est très demandeur. Donc nous avions, avant la pandémie, près de 6 millions d'Algériens qui partaient à l'étranger. Donc c'est l'occasion de les retenir en Algérie. Et pour les retenir, il faut leur préparer tout un environnement,
soit en termes d'activité, soit en termes de séjour, soit en termes de transport. Donc c'est tout un système à mettre en place. C'est multisectoriel. Aujourd'hui, le tourisme touche à tous les secteurs. C'est ce qui fait peut-être défaut chez nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la participation justement de tous les secteurs? Vous avez parlé des transports, vous avez parlé donc, des infrastructures, des routes, des infrastructures routières, des loisirs. En fait, c'est multisectoriel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ce plan de relance, c'est compris? Oui, tout à fait. De toutes les façons, il faut rappeler qu'il y a un conseil national du tourisme qui réunit pas mal de départements ministériels qui ont une relation directe avec le fait touristique et donc qui va se réunir prochainement pour débattre donc les questions qui peut-être qui entravent un petit peu cette relance du tourisme. Et voilà, mais ceci étant, on a toujours travaillé, il y a eu toujours cette intersectorialité entre donc, le tourisme, le transport, les affaires étrangères, l'intérieur et pas mal d'autres secteurs. Alors, comment s'est passé aujourd'hui? Vous êtes directrice générale de l'Office national du tourisme. Quel constat pouvez-vous faire aujourd'hui de ce qui s'est passé ces 2 années où l'Algérien s'est retourné vers justement le tourisme local? Oui, parce que nous sommes un organisme chargé de la promotion de la destination Algérie au niveau national et international. Et comme donc il y a eu l'arrêt, tout s'est concentré sur le niveau national. Et là, il faut quand même souligner la contribution de nos jeunes, des influenceurs, des créateurs de contenu, qui ont fait vraiment un travail extraordinaire, qui ont accompagné l'ONT dans la promotion de cette destination Algérie à travers donc tout le contenu qu'ils ont proposé via les réseaux sociaux. Et puis vraiment, il y a eu un nombre extraordinaire de followers. Et puis il y a eu un feedback, un retour très rapide qui a suscité, qui a encouragé, a incité la famille algérienne à se retourner vers l'Algérie, à choisir l'Algérie, à découvrir leur propre pays. Oui. Et puis même, donc, la pandémie a permis aux gens, c'est-à-dire on a tous passé par une période très très difficile, donc on était tous à la recherche des espaces verts, de détente et tout. Et puis là, on a découvert donc tous ensemble le tourisme vert, le tourisme solidaire, le tourisme alternatif. Et voilà, ce n'est que du bénéfice pour tous. Alors c'est bien que vous parliez aujourd'hui du rôle que peuvent avoir ces jeunes influenceurs sur les réseaux sociaux pour la promotion de notre destination touristique, mais en termes de communication, on n'est pas assez offensif, nous ne sommes pas assez visibles encore. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que vous savez que la communication exige un budget colossal. Parce que pour être présent dans les chaînes internationales ou peut-être même être vraiment présent sur le marché émetteur de touristes, il faut vraiment, ce qui nos voisins nous ont dépassé dans ce contexte, c'est qu'ils ont des représentations de leur office national ou de leur organisme. Donc ils font dans la promotion de proximité. Nous, pour le moment, on compte sur nos ambassades, sur les bureaux d'Air Algérie pour faire ce travail. Mais croyez-moi, donc pour attirer, pour pouvoir, c'est-à-dire capter l'intérêt du touriste étranger, il faut faire de la communication, de la promotion, être plus présent, plus offensif sur tous les domaines. Voilà, et faire beaucoup d'actions de promotion envers ces gens-là. Alors, il y a le plan de relance économique qui rappelle vous me corrigez si les chiffres sont faux, 225 Z, c'est bien 249. Cela 249 Z, voilà, qui sont créés. Cependant, en général, ce qui ne suit pas, c'est la qualité des établissements, la lenteur dans la réalisation des projets, le foncier aussi qui peut poser problème, des aides qui ne sont pas encore complètement en l'état, qu'il faut défraîchir. Aujourd'hui, comment justement passer à l'étape supérieure pour amorcer véritablement la relance? Oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'insuffisance donc des infrastructures touristiques. C'est un constat. Nous n'avons que 1544 établissements avec une capacité de 142 600 lits environ. Donc il s'agit en fait de doubler à peu près cette capacité pour atteindre en moins 300 lits dans les standards internationaux. Donc il y a une forte demande en matière d'hébergement de qualité, pas que. Donc il faudra aussi diversifier cette offre.
Il y a eu un ralentissement dû à la pandémie dans la réalisation des infrastructures. Donc, cette pandémie a encore retardé ces projets. Oui. Donc à travers ce plan de relance et surtout le nouveau code de l'investissement sur qui nous comptons beaucoup pour relancer l'acte d'investir, qui est un acte très noble, mais qui nécessite quand même des incitations, des encouragements de la part de l'État. Et je pense que ce code de l'investissement a répondu un peu aux attentes de nos investisseurs, surtout en mettant le tourisme comme un secteur prioritaire, et aussi favoriser ce secteur à travers des incitations et des facilitations d'accès au foncier, d'accès au crédit bancaire aussi, parce que c'est très important. Vous savez que l'investissement dans le tourisme est un investissement dont le retour est très, très lent. Donc, il faudra que les banques jouent le jeu pour que ces investissements voient le jour dans les délais les plus courts. Alors, nous sommes à la veille du lancement de la saison du tourisme saharien. Est-ce qu'on est prêt? Beaucoup, justement, d'opérateurs et de professionnels considèrent que les zones aménagées ne conviennent pas ou ne sont pas adaptées au tourisme saharien. Il y a aussi beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. On compte un peu sur notre nature, mais en termes d'infrastructures, nous ne répondons pas aux besoins. Oui, sauf qu'il faut souligner que, c'est vrai que le produit phare de la destination Algérie reste donc le produit saharien, qui représente donc une potentialité énorme. Nous avons donc le plus grand musée à ciel ouvert, et il y a beaucoup de potentialités, d'accord, mais il faut souligner que le Sahara, à mon sens, à mon humble avis, nécessite pas des infrastructures Vous pensez lourdes. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui veulent avoir bivouaqué, peut-être dormir à la belle étoile, mais il y a aussi d'autres qui voudraient découvrir le Sahara tout en ayant un certain confort. Oui, mais pas comme, c'est-à-dire comme le Nord ou comme voilà. Mais de toutes les façons, nous comptons sur un nouveau concept qui est le logement chez l'habitant, l'hébergement chez l'habitant. C'est ça qui est le plus adapté, parce que le tourisme saharien, c'est la découverte, mais c'est l'évasion aussi. C'est ça, ce que nous avons constaté, c'est que ce que cherche le touriste, c'est cela, c'est de se retrouver dans un autre univers. L'infrastructure, peut-être, il faut, mais nous avons des infrastructures. Pas assez, mais il y a des infrastructures dans les pôles, enfin dans les zones les plus visitées. Il y a quelques infrastructures, mais voilà, le nouveau concept, nous l'encourageons. Donc pour vous, il n'y a pas à développer d'autres infrastructures au niveau du... Si, mais dans le moyen terme, c'est pas... C'est vrai que, comme a dit Mme Nasserbey, l'investissement dans le Sud n'est pas aussi lourd, aussi important que l'investissement dans le balnéaire, par exemple. L'infrastructure dans le balnéaire, c'est du 3 jusqu'au 5 étoiles. Donc il faudra avoir des infrastructures de grande qualité. Mais le Sud, c'est vrai qu'on a besoin d'infrastructures, mais généralement le touriste, donc il vient passer une nuit, ensuite il part à la découverte et à l'aventure. Donc au lieu d'avoir un 5 étoiles, il préfère les 1000 étoiles qu'il va regarder dans le ciel. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'infrastructures, mais quand même d'infrastructures plus légers, plus adaptés. On parle des villages d'habitation légère. C'est beaucoup plus adapté à la région. Ce pas des investissements très lourds. Ça nécessite quand même des investissements. Ça typique aussi, que ce soit des restos, que ce soit ça ressemble réellement, ça recrée l'ambiance. Voilà, il y a le nouveau concept aussi des dômes, des dômes qui est consacré. Donc on a lors du salon exposé donc des modèles comme ça de bivouac, de caravaning, de dômes, donc qui s'adaptent parfaitement au concept de faire mobile, un itinéraire sans être très... Mais le bivouac de luxe existe aussi. Oui, tout à fait. Il faudrait aussi penser à développer ce secteur-là et ne pas uniquement rester sur nos acquis. Nous avons au niveau du salon, je crois qu'il y a eu même des exposants qui ont ramené des modèles. Donc il y a de l'ancienneté, mais avec un cachet moderne. Nous avons même des dômes qui sont climatisés, avec justement, on s'intègre dans le cadre du développement durable. En utilisant les énergies renouvelables, en utilisant pas mal donc de concepts qui s'intègrent dans la nature sans la détruire. Nous avons pas mal de sites qui ont été détruits par
par des touristes de passage, donc laissant leurs affaires, leurs détritus, ils ont même etc. atteint les gravures donc rupestres. nous voulons qu'il y ait des villages, je dirais un peu futuristes entre guillemets, mais tourisme vert, voilà, dans le cadre du tourisme écologique, tourisme vert, pour sensibiliser le touriste à préserver sa nature pour les générations futures. Ah oui, ça, on a vu les gravures malheureusement qui font mal au cœur dans des sites classés. Tout à fait. Alors, on va parler malheureusement de beaucoup de déficits aujourd'hui dans le secteur touristique. On l'a dit, qu'il faut positiver un peu, madame. Oui, mais on va y arriver. Ce sera pour après. Alors justement, on parle beaucoup aussi de l'insuffisance en matière de formation et de qualification du capital humain. Justement, dans notre stratégie, elle a parlé sur un volet, madame Nasserbey, nous avons 3 ou 4 axes à développer. Donc en plus de l'investissement, il y a l'aspect formation qui est très important. Même si on construit des hôtels de qualité, s'il n'y a pas l'encadrement, s'il n'y a pas de la main-d'œuvre qualifiée à tous les niveaux, à plusieurs niveaux de main-d'œuvre. Le tout est d'arriver à avoir une certaine constance, à ce que les gens veulent revenir. C'est pour assurer aussi des prestations de qualité. Parce que le contact, le touriste, quand il vient à l'hôtel, c'est le réceptionniste, c'est le bagagiste, c'est le taxieur. Donc toute cette chaîne touristique, il faudra qu'elle soit au même niveau de formation, surtout même en termes de langue, par exemple. Donc, par exemple, ces touristes qui parlent généralement la langue anglaise, il faudra s'adapter à cette clientèle et former les gens en conséquence. Oui, au niveau des transports également, assurer pour tout cela. L'autre chantier, c'est la digitalisation. J'allais y arriver. Allez-y. Je vous en prie, vous avez c'est le développement. J'anticipe. Voilà, c'est ça, c'est l'usage du e-tourisme. Justement, c'est bien cela. Voilà. Elle a parlé, madame Nasserbey, des jeunes qui sont très portés sur la question des réseaux sociaux, etc. Dans le monde, nous avons, je crois, 27 millions de gens qui sont connectés à pour ne pas citer Facebook, etc. Donc, il faut utiliser cette manne pour pouvoir faire la promotion. Et il y a beaucoup d'autres types de réseaux. C'est une toile tellement grande et ça rend le monde plus petit. Donc, il faudra utiliser cet aspect. Mais difficile d'être visible par tout le monde. Le tout est d'avoir une certaine visibilité. Il faut se démarquer. Oui, c'est se démarquer, c'est surtout sur cela. Alors, quels sont les projets d'avenir, justement, pour le tourisme sur le court terme? Les projets d'avenir, donc, nous comptons d'abord... Relancer des infrastructures ou pas? En plus des infrastructures, il y a pas mal de projets en construction. Nous avons, je pense, plus de 700 projets en construction, près de 86 000 lits qui sont déjà dans le pipe. Mais nous envisageons donc d'ici 2030 à atteindre au moins 250 000 à 300 000 hôtels, c'est-à-dire classés, parce qu'il faudra avoir tous les types d'hôtels avec les complexes touristiques, même les campings, même tout pour répondre aux besoins surtout de la famille algérienne et aussi de la clientèle étrangère. Alors justement, vous faites bien de parler de cela parce que on trouve aujourd'hui que passer ses vacances chez nous revient cher, que cela ne répond pas aux besoins de la famille algérienne. Il faudra penser aussi à pouvoir balayer toutes les catégories sociales du pays. La cherté, elle est justifiée par le manque d'infrastructures. Donc, si la demande est plus importante que l'offre, automatiquement, les prix augmentent. Donc, c'est le nombre. Si on maîtrise un peu ce portefeuille ou ce parc hôtelier, je pense que les prix vont se régler et il y aura une concurrence qui va être très rude entre les prestataires et c'est ça qui va réguler les prix. Ceci dit, il y a eu des instructions qui ont été données par notre département ministériel pour un petit peu plafonner les prix. Il y a même un décret qui est sorti récemment. Un décret est sorti récemment pour plafonner et puis les prix des hôtels. Et puis voilà, on est en train d'encourager, d'encadrer cette formule d'hébergement chez l'habitant qui va permettre aussi à des familles de visiter leur pays, pas forcément en réservant dans des hôtels, mais il y a cette formule aussi. Et puis il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été enregistrées par notre département ministériel lors de la saison estivale passée. C'est cette convention qui a été signée entre le ministère du Tourisme et le ministère de l'Enseignement supérieur qui a permis d'exploiter les cités universitaires
et qui était destiné pour les jeunes et les familles algériennes. Donc, ce qui a donné donc la chance à pas mal de familles pour passer l'été. Vous parliez tout à l'heure de cette formule qui s'est répandue ces dernières années, c'est d'aller chez l'habitant aujourd'hui, mais elle reste pas très encadrée. Oui, mais c'est ça. Normalement, le projet, c'est parmi les projets. On va réguler tout ça. Il y a un arrêté qui a permis ce genre d'activité, mais c'est vrai que l'encadrement nécessite plus de rigueur parce que quand on va louer chez une personne, on ne peut pas avoir toutes les commodités, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut finalement. Donc il faudra réglementer pour que les prix qui sont affichés, qui sont mis sur le marché, en parallèle, il y aura c'est-à-dire des commodités nécessaires pour la famille algérienne. C'est vrai que quand il y a le flux qu'on a vu durant cet été au niveau des wilayas côtières, donc je peux vous dire que les gens vont louer n'importe où et n'importe quoi. Donc il faudra qu'il y ait une réglementation plus, je dirais, souple, mais avec de la rigueur pour que ces gens qui louent leur logement, qu'ils mettent un peu de leur sien et aménagent les choses comme il se doit, parce que le touriste algérien, c'est vrai qu'il cherche peut-être quelque chose de moins cher, mais il veut aussi avoir, s'il paye le prix, avec un certain confort. Vous savez, madame, le fait, ce retour à la vie normale, à laisser les gens peut-être prendre ce qu'ils trouvent sous la main. Mais nous, en tant que secteur, ça nous a ravis, ça nous a vraiment, on a vu ce rush, cet intérêt. Donc, ça se fait même ailleurs, les autres. La relance pourrait venir du tourisme de l'intérieur, local. Exactement. Et puis faire profiter des populations locales. Et puis, donc, quand on développe le tourisme domestique, fatalement, on sera prêt par la suite à développer le tourisme international. Parce qu'on est en train d'instaurer une culture touristique donc chez l'Algérien. Donc voilà, le fait c'est des signaux très favorables pour le tourisme. Et puis peut-être pour compléter ce qu'a dit mon collègue Abdelhamid, c'est l'autre dossier donc. Projet, c'est la numérisation donc du secteur, la numérisation des services, la numérisation donc de toutes les procédures. Donc, on a lancé une plateforme numérique pour les circuits thématiques. Donc, c'est 380 circuits qui sont proposés. Donc, avec un QR code, vous pouvez découvrir ce que vous voulez, donc la destination choisie, donc avec plus de 1400 sites touristiques, donc vraiment avec l'image, etc. Donc on est en train de numériser aussi donc celui qui veut ouvrir une agence de voyage, celui qui veut investir, celui qui veut exploiter un hôtel. Donc tout ça, il y a des plateformes. Et voilà, des facilitations, accompagnement et puis un suivi rigoureux, un suivi rapide, un feedback sur la demande donc de celui qui veut. C'était ces lenteurs justement bureaucratiques, administratives qui freinaient un petit peu le développement. Alors vous me disiez que vous étiez centré sur le tourisme local, il faudrait peut-être pas oublier le tourisme international aujourd'hui. Oui, non. C'est aussi important et c'est tout l'enjeu. Oui, centré sur le tourisme local parce qu'il y avait la pandémie, on pouvait pas, personne ne pouvait bouger. Mais là, bien sûr, avec la reprise donc des activités touristiques, avec la reprise, donc bien sûr, nous allons axer nos efforts sur notre présence au niveau des rendez-vous internationaux, et c'est là où se joue, donc où tout se joue, parce que il faut être présent, il faut être offensif, parce que la compétence est rude, c'est-à-dire il y a d'autres pays qui nous ont devancés et tout, mais là, ce qui peut-être nous avons avancé en termes d'hygiène, de sécurité sur certains points, mais nous avons d'autres points sur lesquels il faudra travailler. Voilà, c'est-à-dire ce qui nous distingue, peut-être distingue la destination Algérie, elle est singulière, elle est aussi toujours authentique, et voilà, c'est une destination en construction, ce qui peut-être... Nous avons beaucoup de richesses à mettre en valeur, nous avons un tourisme saharien,
moyens balnéaires, de montagne, c'est-à-dire que... 4 saisons en 2 heures, on peut faire du ski, aller au sud. C'est un pays continent aujourd'hui, donc il ne demande qu'à être exploité. Est-ce qu'on crée de la richesse autour de toutes ces zones-là? Tout à fait. Et pour rappel, donc, en marge du Salon international du tourisme et des voyages, nous avons organisé 2 éductours et nous avons donc reçu des journalistes et des agences de voyage venus de tous les coins, de la Finlande, Canada. On a eu pas mal, donc une diversité. Donc, et là, on leur a fait découvrir le Sud. Une partie, une toute petite partie, et on a vu quand même l'impact, l'intérêt, et puis ils étaient émerveillés. Ouais, aujourd'hui, il ne suffit pas de seulement construire, il suffit d'être compétitif, parce que la compétition est rude. Hein. Si on veut que notre destination soit, comme je le dis depuis tout à l'heure, visible, attractive, et qu'on puisse attirer le plus grand nombre de touristes étrangers et bien sûr nationaux, locaux. Vous savez, en matière de promotion, il y a beaucoup d'étrangers. Pourquoi on organise ce genre d'éductour? Il n'y a pas mieux qu'un ambassadeur qui vient visiter votre pays et qui devienne lui-même notre propre ambassadeur, surtout les pays scandinaves où il y a beaucoup de froid. Quand ils viennent dans le sud, ils sont vraiment dans une autre dimension. Donc on aimerait renforcer ce genre d'action pour pouvoir attirer le plus de touristes et surtout que nous avons un produit comme le Sahara qui n'existe pas ailleurs. Je pense que c'est un produit unique au monde. Hein. Il y a d'autres Saharas, mais notre Sahara, je pense que c'est un produit unique au monde. C'est le témoignage de gens qui l'ont visité. Hein. Vous savez qu'on est classé 10e dans le National Geographic comme nouvelle destination à découvrir. Nous avons aussi nous avons été qualifiés par le New York Times comme étant le géant dormant en matière de tourisme. Donc les gens sont conscients que l'Algérie, si elle se réveille, elle va vraiment avoir son propre tourisme et avoir sa place surtout au niveau de la Méditerranée, qui est la première destination au monde. Tous les pays qui entourent la Méditerranée sont des destinations au monde et nous avons une part de ce marché. On l'a vu, on a vu des étrangers venir ici, des globetrotters qui ont fait la promotion de la destination Algérie, qui ont été très bien accueillis par notre population. Mais il faudrait aussi penser à inculquer la culture du touriste également chez nous. Oui, bien sûr. Et puis pour revenir, donc le CITEV, il y a eu des conventions qui ont été signées et le premier groupe arrivera le 17 décembre. Donc c'est un groupe de Français qui va arriver, donc qui va faire le Sud. Donc on va y arriver petit à petit. Vous reprenez les activités. Voilà, on reprend les activités et ça va, Inch'Allah, donner un bon résultat. Voilà. Oui, avec notre potentiel, nous n'avons pas le droit de passer à côté. Alors, pour revenir sur cette question d'inculquer la culture du tourisme chez nous en Algérie, c'est important également. C'est très important. Comment y procéder? Nous avons, je pense que la meilleure manière, c'est d'aller à l'école. Donc c'est le meilleur, le meilleur espace pour inculquer d'ailleurs aux jeunes qui vont devenir eux-mêmes des touristes et qui vont recevoir des touristes dans le futur. Et surtout le vivre ensemble. Il faudra développer le vivre ensemble et accepter l'autre. Pour que ça soit le touriste, quand il va dans un pays, ce qui l'attire en premier, c'est quoi? C'est la beauté, c'est la tranquillité, la sécurité et tout. L'infrastructure, je pense que c'est devenu automatique, mais surtout quand il décide, s'il clique pour aller dans un pays, c'est qu'il est sûr qu'il va être bien reçu et bien pris en charge. Oui, de se sentir bien. C'est le travail donc à faire. Le tourisme en réforme, c'est ça? Il y a donc oui, je pense que les réformes sont déjà engagées. J'ai dit tout à l'heure que notre secteur a été mis parmi les secteurs prioritaires à côté de l'agriculture, de l'industrie, pour pouvoir diversifier notre économie qui dépend actuellement des hydrocarbures. Donc il faudra changer cette donne. Et la réforme commence D'autant qu'on sait que c'est conjoncturel, hein, donc c'est aujourd'hui bon pour nous, mais ça ne peut ne plus l'être demain. Je pense que le pétrole, c'est vrai qu'il est là, il aide beaucoup dans le développement du pays, mais il faudra utiliser donc cette manne financière qui découle du pétrole pour créer d'autres richesses et créer surtout le transfert de technologie qui doit se faire. Et nous sommes un pays, je pense, on est
de par notre position géographique. Donc, en même temps, on est dans la Méditerranée et on est au sommet de l'Afrique. Donc, je pense que nous avons un très grand rôle à jouer dans ce sens. Et tous les ingrédients existent et on n'a pas le droit à l'erreur. Absolument. Alors on va terminer sur ça. Le volet investissement était également à l'honneur au niveau du CITEV afin d'encourager les investisseurs à mener à bien leurs projets hôteliers en vue de proposer ainsi des offres touristiques compétitives. Oui. C'était abordé aussi au CITEV. Oui, parce que aussi, toujours pendant les 4 jours du CITEV, il y a eu des communications qui ont été organisées, des conférences. Et là, on a touché à des sujets d'actualité, notamment le marketing digital, donc la promotion du tourisme, les nouvelles tendances du tourisme. On a même organisé un atelier, on a organisé un atelier où nous avons invité des médias, des journalistes pour dire qu'il faut qu'ils soient nos alliés en termes de promotion. Absolument. Parce que c'est un métier noble et en même temps c'est un métier qui doit accompagner le secteur pour le mettre en valeur. Absolument. Voilà. Très bien, merci messieurs, dames, d'avoir participé à notre débat. On se retrouvera peut-être pour le lancement du tourisme saharien. Avec plaisir. Très bientôt. Et pourquoi pas faire le voyage avec vous. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission de questions d'actu. 90 minutes pour ce nouveau concept. Bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir.